rois de bouillon, Robespierre, De Gaulle ou encore Camini. Bon non, c'est pas Camini que je devais dire, mais Camille Claudel. Toutes ces grandes personnalités qui ont fait l'histoire ont un point commun. Elles sont nées ici, dans les Hauts-de-France. Nous aussi, nous avons rencontré des personnalités, de grandes personnes, des gens des Hauts, qui n'ont pas fait l'histoire de France, mais qui sont de très belles personnes. Allez, sommaire du best-of de nos plus belles rencontres. Je vais rencontrer la fille d'Alfred Manessier, un artiste exceptionnel. Ludovic, un jeune patron d'estaminet. Claude, le tailleur poète autodidacte. Daniel, une artiste peintre aux 80 printemps. Bouzide, cet ancien ouvrier qui a de la mémoire. Et une famille calaisienne tout près de son petit chalet. Pour commencer mes rencontres, je vais voir une très belle personne. Sandrine, cette cinquantinoise de cœur, a aussi du cœur pour les autres, puisqu'elle fait danser des personnes plus fragiles et leur rend le sourire. Il y a du bruit, ça se passe là. Allez, on fait danser les bras, Célina, en même temps. Voilà. Allez, Chloé, toute seule, Chloé. Allez, toute seule comme une grande. On va dans la maison rouge. Dans la maison rouge. Bravo. Bravo. Et on continue. Bon alors Sandrine, comment vous est venue cette idée de pratiquer la danse avec des enfants handicapés? Je suis moi-même atteinte d'un handicap et n'arrivant pas à m'intégrer dans la société, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai créé moi-même mon association. Et aujourd'hui, j'en fais bénéficier toute personne en situation de handicap. Et ça fait combien de temps que ça dure alors cette aventure? J'ai commencé l'aventure il y a 14 ans, donc on était à peu près 3 danseurs et aujourd'hui on est à peu près 80. Alors on dit la danse, mais en fonction de leur handicap moteur, c'est quand même difficile parfois de faire danser certains enfants. On peut faire danser tout le monde. Pour moi, il n'y a aucune barrière. Je peux même faire danser des personnes qui ne bougent pas du tout. Le but, c'est de gagner en autonomie, d'avoir confiance en soi. Donc, je vois des personnes se métamorphoser, oser sortir dans la rue, prendre le bus. Par exemple, au niveau des enfants autistes, on va travailler la consigne. Donc, ils vont se poser un petit peu et on a vraiment un bienfait sur tous les handicaps. La porte est ouverte à tout le monde et moi, je n'ai aucune barrière, quoi. Tout le monde reçoit le même enseignement. Je vais aller vers chaque enfant s'il y a besoin d'appuyer sur quelque chose ou là, on rentre dans la spécificité. Mais le but, c'est que lui ne s'en rende pas compte, en fait. Bah écoutez Sandrine, bravo. En tout cas, vous me faites revivre mes émotions d'ancien infirmier. Donc moi aussi, je veux pratiquer avec vous, je veux danser. Super, voilà. Allons-y. Allez, musique. Allez, je vais aller mettre la musique. Why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. You don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess. Bon alors, est-ce que vous sentez, vous, un changement de comportement avant la danse, après la danse? Elle est plus épanouie, pour rien au monde, elle louperait la séance du mercredi. Même si elle est fatiguée, c'est la danse. Monsieur Ripoll, le seul, l'unique, le vrai! Henri Paul qui vient de l'IME de Proisy, à côté de Marly-Gaumont. Ah bah voilà, Henri Paul, il est de chez moi, il est de ma coin. Et alors, quels sont les effets de la danse sur Henri Paul? Ah bah Henri Paul, déjà, ça lui permet de sortir de son institution, d'avoir d'autres camarades et qu'il attend avec impatience aussi. Et vous, monsieur, vous êtes le grand-père d'Aaron, peut-être? Pas tout à fait. Je suis un bénévole. Ah d'accord. Tous les mercredis, on vient avec ces enfants qui sont extraordinaires. Et alors, qu'est-ce qui vous apporte, ces enfants? Du bonheur, des leçons de vie. On les voit vivre dans leur univers, certes, mais ils nous donnent des grandes leçons d'amour. Chaque séance, on a du rire, on a des pleurs. Toutes les émotions passent à travers ces enfants. Ils sont vraiment formidables.
C'est beaucoup d'émotions à chaque fois. C'est des fois très compliqué pour eux et en même temps, c'est des enfants qui se donnent énormément, malgré tous les problèmes qu'ils ont. Et voilà, on est heureux de les voir heureux. On va nous faire un bisou, hein. Allez, un bisou. À bientôt, hein. À bientôt. Prenez soin de vous. Ouais. Merci. Au revoir. Dans le cœur historique d'Abbeville, je vais rencontrer la fille d'Alfred Manessier. Cet artiste, considéré comme un grand maître de l'école de Paris, a conçu une œuvre de 31 vitraux à partir du thème de la victoire de la vie sur la mort. Christine va nous raconter l'œuvre de son papa entre nature et spiritualité. Bonjour Christine. Camille, enchantée. Bonjour, enchantée. Heureuse de vous recevoir dans l'église du Saint-Sépulcre. Je suis ravi d'être là. Alors qu'est-ce que ça vous fait, à vous, de venir à l'église sous l'œuvre de votre papa? Moi, personnellement, c'est vrai que j'éprouve la présence de mon papa. Je le ressens s'émerveiller, je le ressens quand il était inquiet, parce que chaque vitrail exprime quelque chose, et on passe de la plus grande tristesse à la plus grande joie dans cette église. Et c'est pour cela que c'est une église qui peut toucher même des non-croyants. Comment on vit quand on est la fille d'un tel artiste? Manessier était aussi un papa vraiment attentif, exceptionnel comme père. Parce que parfois, les artistes sont des gens insupportables avec leur famille. Et lui, c'était quelqu'un d'adorable. Il avait peur un peu de l'église. Je pense que mon grand-père et mon arrière-grand-père devaient venir à l'église avec papa. Et il se souvenait du gisant. Et comme sa maman était à l'hôpital, il y a eu tout un rapport avec la mort. Et ce mot même, Saint-Sépulcre, sépulcre lui faisait peur. Ça le terrifiait quand il était petit. Les vitraux, ils portent tous un nom particulier, en fait. Un nom ou une thématique. Ce sont les 4 jours de la Passion du Christ. En rentrant ici, j'ai entendu la musique de Gilles Donneux, qui a été inspirée d'ailleurs par les vitraux de votre papa. Ben oui, il a créé une très belle œuvre. Et mon père, justement, s'est exprimé dans une peinture qui se voulait... il voulait chanter il voulait que sa lumière chante, comme de la musique. Bon, alors on va faire un petit tour au gisant ensemble. On va aller voir le gisant. Alors voilà le fameux gisant qui faisait peur à votre papa, mais il avait peur d'un personnage en particulier, le barbu, la dame avec la lure. Je ne sais pas, mais je crois que c'est surtout la figure du Christ qui l'avait impressionné. Et quand il est venu, quand il a reçu la commande, il est tout de suite venu dans l'église et il est accompagné de mon petit garçon qui avait 3 ans. Et puis tout à coup, en voyant ce gisant, il s'est revu enfant, ayant peur dans cette église. Et il a dit à mon fils, mais tu sais, n'aie pas peur, tu peux même... Votre fils, il a eu peur aussi d'instinct? Oui, il a eu peur aussi. Ah, donc c'est un truc familial. Voilà, vous avez un souci avec les gisants dans les églises? Quelque part, oui, peut-être. Mais enfin, c'est une très belle histoire, ce retour vers son enfance. C'est comme s'il nous laissait un testament spirituel pour toujours ne jamais perdre espoir. Jamais, jamais. It's a little bit funny, this feeling inside. Ludovic Châtelain n'est pas un propriétaire de château, mais le propriétaire du Vierpot, un estaminet qui offre une vue exceptionnelle sur le mont des Flandres. Ludovic va nous expliquer comment il est passé d'employé à la poste à patron d'estaminet. Il y a des gens là à servir là, de ce côté-là. Allez, dépêche-toi. Ok, d'accord. Ils sont attendus. À droite, à gauche, là, monsieur? Un ostocker pour moi. Un ostocker. C'est une bière? Je pensais que ça voulait dire au revoir, un ostocker. Ça veut dire à bientôt. Ah, ok, d'accord. Madame? Un clapiche. Camille, là, ça avance pas là. Franchement, je te jure, je suis fatigué là. Moi, j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin d'une pause, ou alors j'ai besoin des moulins à vent. On a besoin des moulins à vent pour donner des ailes à nos enfants. Allez, c'est parti, vas-y. Bon alors, déjà Ludovic, merci de nous recevoir dans l'estaminet Le Vierpot, c'est comme ça qu'on dit? Le Vierpot, exactement. J'ai bien prononcé Vierpot? Vierpot. Vierpot qui veut dire? Pot à feu, en flamand. Donc le pot à feu, ils mettaient ça dans les estaminets au milieu des tables. Ils mettaient des braises dans ces pots-là et les gens allumaient leurs cigarettes et leurs pipes. Juste avant, ça a disparu peu à peu avec l'arrivée des allumettes soufrées individuelles et puis les briquets à essence, etc. Donc, voilà.
Et donc vous avez plusieurs vies, parce qu'avant l'estaminet, vous faisiez autre chose. Alors, je vais être fermier, je suis un fils d'agriculteur. Et puis la vie en a décidé autrement, donc j'ai travaillé un peu dans les fermes. Et ensuite, ma mère m'a inscrit à un concours. C'était les postes. Pour lui faire plaisir, j'ai passé ce concours. Et manque de bol, je l'ai eu. Ça a duré combien de temps cette aventure à la poste? Ça a duré 24 ans quand même. Vous êtes comment? Vous êtes un tirachien? Vous êtes Un tirage, tiens. Je Je suis un Avenois, je suis né au Nouvion-en-Tirage. Voilà, comme moi. Voilà, et j'ai vécu à Cartigny, là où Pierre Moreau est né. Et alors, cette aventure de l'estaminet, ça fait 9 mois. J'ai signé un vendredi 13. Ça porte bonheur maintenant les vendredis 13. Moi, je sais pas, mais enfin, en tout cas, bon, pour l'instant, je touche du beau. En tout cas, moi, je suis arrivé ici, on a l'impression que vous maîtrisez le job quand même. Bon, moi, je suis un estaminateur, hein. J'ai aucune prétention, je suis pas un restaurateur. Moi, ici, c'est un estaminet au sens original du terme. On y déguste 65 sortes de bières, de la bonne ambiance, de la convivialité. Quand on rentre dans l'estaminet, qu'est-ce que vous avez ressenti Vraiment, ce que je ressentais, c'est une vue imprenable par ici, Ouais, et par c'est chez vrai. nous, souvent c'est... Ouais, souvent c'est ça. Et tu sais, c'est la magie des Monts de Flandre. Et ça, tu te le prends en pleine tête, et là, après, t'es scotché, tu restes ici, terminé, bonsoir. Maintenant, t'as plus qu'à bosser. Allez, vas-y, Pépère, en route, un petit coup de boost, là, et puis on y va. Attends, je suis un peu fatigué, là, j'aurais besoin d'un petit remontant avant d'aller bosser, là. On a besoin des moulins à vent pour donner des ailes à nos enfants. Impeccable. Alors, une Brastrammer, une Amaneur. Allez, je sers les bières, là, c'est parti. C'est dans son atelier, au parc de la Prévôté à Beuvry, que Claude va nous expliquer son métier. Tailleur de pierre. Un métier d'art de plus en plus rare pour cet autodidacte qui taille de la poésie dans la pierre. Je me suis mis dans la taille de pierre sans vraiment savoir ce que c'était. Et j'ai persévéré, et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai appris à tailler la pierre. J'étais maître tailleur de pierre plus tard. Que ce soit la pierre tendre, la pierre dure, le granit, le marbre, ce sont des matériaux qui sont nobles. Vous avez différents matériaux, plus ou moins durs. Comme ici, vous avez des éléments de pierre en blanche, que vous avez, c'est une pierre demi-dure. La pierre bleue que vous avez sur le côté ici, c'est de la pierre de Soigny. C'est une pierre marbrière qu'elle peut être polie, qui rend un rendu très marbré, très beau. Une pierre très très dure. Il faut donner beaucoup plus de coups pour faire un éclat, hein, ça c'est sûr. Et vous avez aussi le granit qui se travaille aussi, bon, pour les monuments et funéraires, mais pas pour que ça aussi. Que ce soit une pierre dure ou tendre, c'est pareil. Et c'est la matière qui parle avec vous, quoi. Moi, je peux travailler toute une nuit à travailler le caillou, quoi, c'est vrai. La taille de pierre, c'est travailler sur des lignes droites, tandis que la sculpture, c'est beaucoup de courbes. Ça travaille beaucoup plus fin. Pour essayer d'harmoniser les cheveux. La taille de pierre, c'est un travail pour les monuments, tout ce qui est rectiligne, tout ça, les cathédrales, tout ça. Tandis que la sculpture, c'est de l'ornement. La chapelle d'Ozzegor, c'était un édifice gothique qui tombait en ruine, hein, qui avait plus de toiture, tout ça, c'est avec du lierre partout. Une chapelle, en l'occurrence, je me suis dit, on ne peut pas laisser tomber ça, c'est vrai, c'est désastreux. Les travaux ont commencé en mai 2013 et puis là, en 2017, ce ne sera pas fini. J'aurais aimé finir cette année, mais je ne crois pas. Tout s'est fait à la force des bras, hein. Même la taille de pierre ne s'est jamais fait à l'électricité. Donc 4 ans de travail de bénévolat. Bon, c'est vrai que ça surprend, mais quand on aime, on compte pas, hein. Alors le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait les compagnons, de ne pas avoir fait le Tour de France. Ce n'est qu'un regret, quoi. Je vais à la rencontre de Danielle, une peintre originale, âgée de plus de 80 printemps. Elle a commencé sa formation à Paris, dans la sculpture et la céramique, et puis un jour, elle a rencontré la peinture. Et ensuite, Camini. Bonjour Daniel. Bonjour, Voilà. Camini. Je vous Oh offre là ce là. présent. C'est beau. Camini. Comment allez-vous? C'est fait pour vous. Parfait. Oh, merci. C'est pour... Oh, mais alors, du coup, mais tu vois, voilà quelques peintures, là, je les ai sorties pour que tu vois un peu. c'est pour moi alors. Je vous offre les fleurs, vous m'offrez les peintures. Là, c'est le grenier, c'est le QG, c'est le musée en fait, un peu. C'est le là où musée on de Daniel. range oui, c'est là où on entrepose les toiles. Mais c'est le problème des artistes, c'est que les œuvres, on en produit, on n'a jamais la place dans la maison pour savoir où les ranger. Alors moi, je voudrais savoir l'histoire un peu des tableaux. Par exemple, celui-là, il est récent, il est ancien. Bah, C'est quoi son histoire? En principe, tu vois, je mets la date.
Alors, ici, il n'y a pas une date, là? Si, Quelle date? un 999, comme on dit chez les jeunes. Voilà, 1999. Donc, c'est l'époque de la guerre au Kosovo, donc ça me tourmente toujours, ces éléments comme ça. D'accord. Je suis interpellé par tous les tableaux que je vois, là. Il y en a plein, il y en a encore un ici, là. Alors, Ben, je le prends au hasard. Hein. tu veux qu'on range le Pakistan? Vous êtes quand même autodidacte pour la peinture. Eh ben oui, à force de travailler, t'as pas le temps d'être autodidacte puisque de l'âge de 19 ans, c'était la sculpture, le modelage, l'anatomie avec les modèles vivants dans les ateliers à Paris. Bon, alors, et là, on dirait carrément c'est des papyrus, là. C'est des papyrus de l'Égypte antique ou alors c'est... Ça, c'est des toiles que j'ai enlevées des châssis. Oh, ça, c'est une horreur, ça. Qu'est-ce que C'est c'est une horreur, que ça? je la montre pas, je la cache. Oui, vas-y. Je cache, elle aime pas, Rien elle aime que pas. les couleurs, elles me plaisent pas. Fais Elle aime voir. pas. Je sais même plus ce que c'est. Mais On c'est pas moi. parce qu'elle aime pas. Hein. C'est une horreur vivante. C'est quoi. une horreur vivante, on vous la montre pas, du coup. Allez hop, au gars, machine. Ah bah voilà, enfin l'atelier. Donc là, c'est l'atelier, c'est là qu'il y a tous vos petits secrets. Je sais pas si j'ai des petits secrets, mais Bah, ce si. sont surtout. Alors, regardez déjà cette cuillère percée, déjà à quoi elle sert et... Eh ben, une petite cuillère comme ça, elle te permet d'économiser la peinture que tu as préparée. Et quand tu as préparé un peu de pâte, si tu sais que tu ne vas pas t'en servir tout de suite, tu la mets dans ta cuillère et tu mets un plastique. Et pourquoi vous peignez encore aujourd'hui Eh ben, quand vous êtes devant votre peinture, devant une toile, vous recevez l'univers des autres et le vôtre, tout ça, ça se mélange. Vous êtes guidé par un tas de choses un peu, alors des pensées, des visions, de l'instinct, C'est tout des ce qui émotions, se ressent. C'est tout ce qui se ressent à un moment précis de concentration et dans un abandon et dans une confiance dans votre main et dans votre regard. Vous aviez dit sur Facebook, donc vous êtes connecté sur... Je mets beaucoup de choses sur Facebook parce que c'est très facile. Et puis alors, vous connaissez que des artistes comme vous, puisqu'à la longue, vous regardez ce que fait un tel et un tel. Donc il y a tout un réseau qui vous permet de voir aussi l'imaginaire des autres. Donc vous pouvez retrouver Danielle Griolet sur Facebook, hein, si vous voulez voir ses œuvres, et lui parler. Des fois, elle répond quand même. Hein, vous répondez. Non, je réponds jamais. Elle répond jamais. Ah non, pas le temps. Bon, allez, Danielle, Snapchat, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors, Snapchat, vous savez, c'est une application qu'on trouve sur les téléphones, mais aussi sur l'ordinateur. Ah, moi, si je devais dessiner, je dessinerais peut-être des usines encore en pleine activité. Tourcoing, où des femmes et des hommes ont subi la crise de plein fouet et ont perdu leur emploi. Je rencontre l'un d'eux, Bouzid, un ouvrier d'une usine de peignage de laine devant l'entrée qu'il a franchie jusqu'en 2004. Bonjour Bouzid. Bonjour. Voilà, première question, où est-ce que nous sommes ici précisément? Ici, nous sommes sur le site du peignage de la Tossé. C'était une usine textile. J'ai passé 31 ans de ma vie ici. C'est une entreprise que j'ai connue par l'intermédiaire de mon père, puisque c'est mon père qui m'a fait rentrer en 1974. Les usines textiles dans le camp, c'était beaucoup d'entreprises familiales où il y avait le père qui travaillait, la mère, le fils, l'oncle, etc. Et cet esprit de famille, il est resté jusqu'à la fermeture de l'usine? Il est resté jusqu'à la fermeture, malheureusement, en 2004, où l'entreprise a fermé. Des gens qui ont travaillé pendant près de 40 ans ici, quoi. Donc ça, à chaque fois que je passe dans le quartier ou bien je franchis le seuil de ce portail, ça me sent chamboule parce que je garde des très très bons souvenirs en tout cas. Eh ben moi je vous propose de passer encore une fois le pas de cette porte alors. D'accord, bien volontiers, allons-y. Combien de temps alors? 40 ans. Pendant pas mal d'années, les gens travaillaient durement ici. Bon alors nous voilà à la chaufferie. C'est bien ça? Oui, c'est le bâtiment de la chaufferie. Donc la chaufferie permettait d'alimenter en énergie toute l'usine.
Mais la cheminée, là, elle est énorme. Elle fait combien de mètres? Elle fait à peu près une cinquantaine de mètres, hein, c'est très haut. Hein. Vers les années 40, 50, etc., c'était des chaudières au charbon. Et c'est pour ça qu'on a des cheminées aussi hautes pour pouvoir évacuer donc, la fumée. Quand vous me parlez d'usine, de cheminée, de charbon, ça me fait penser au film Germinal. Germinal, Vous voyez, oui. quand Depardieu, Oui. il meurt à la fin. Oui. Soyez pas triste. La chaufferie, maintenant, c'est vous qui avez la clé? Je vous ai ramené la clé. Avant, c'était le directeur, maintenant, c'est vous qui avez la clé. Bon, bah, on a un petit peu inversé les rôles, mais Un bon, peu. à part que le directeur, il y avait le business et que moi, Aussi. j'ai rien du tout, quoi. Alors, je vous laisse ouvrir, du coup. Ouais. Voilà. Waouh. Et ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu ici? Ça fait 13 ans que je ne suis pas rentré. Encore une fois, c'est toutes des émotions qui me viennent. Et puis, il y a pas mal d'images qui sont en train de circuler dans ma tête, hein, parce que ce bâtiment, il était aussi plein de vie. J'avais mes potes, mes amis qui travaillaient ici, qui étaient chauffeurs de chaudière. 40 ans de travail dans le textile, mais est-ce que vous auriez aimé faire autre chose? Oui, avant d'être embauché ici dans les années 74, normalement j'étais voué à partir travailler à l'étranger, et plus particulièrement en Australie. Et quand j'en ai parlé à mon père donc, le soir, il m'a dit « C'est où l'Australie, ce pays-là » Je lui dis « C'est un peu loin ». Il me dit « C'est à côté de l'Allemagne ». Non, je dis « C'est un peu plus loin ». Et quand, de fil en aiguille, quand j'ai commencé à lui dire que c'était à des milliers de kilomètres d'ici et qu'il y avait à peu près 25-28 heures d'avion, il m'a dit, bah écoute, moi je vais pas te laisser partir là-bas parce que je sais que tu t'en vas, on te reverra jamais plus. J'avais ma mère qui était juste à côté. Déjà, ses yeux, ils commençaient à scintiller et tout ça. Et il m'a dit, mon fils, tu veux travailler? Pas de problème. 15 jours après, j'avais un entretien ici au Péniage d'Atossé. Et donc, bye bye l'Australie. Okay. Mais il y a d'autres héritages du 19e siècle. Et on les trouve sur les plages de Calais. Ces chalets de plage chers aux yeux des Calaisiens. J'ai rendez-vous sur le sable chaud avec Maryse et André et toute leur famille à l'ombre de ce patrimoine de bois aujourd'hui menacé. Salut les amis! Enfin! Salut la famille! Ça va? Donc c'est là-bas que ça se passe, c'est ça? Allez, venez. Bonjour la famille. Ça va? Vous allez bien? La forme? D'Angleterre. D'Angleterre, je suis venu à Pâques, tranquille. Comme Jésus, en marchant sur l'eau, voilà. Bonjour, vous allez bien? Bah ouais, mais c'est toute la famille, là, je vois. Il y a même le bébé. Arrête de pleurer, oncle Camini est arrivé, t'inquiète pas. Donc là, on est où? C'est les chalets de la famille, là, hein? C'est ça? Les trois sont à vous, alors Non, c'est bien parce qu'on peut pas en avoir deux. Okay. Ah, d'accord. C'est ça, c'est un chalet par famille? C'est un chalet par propriétaire. Écoutez, moi, je vais m'allonger avec vous, hein. Et alors, cette tradition familiale, ça remonte à quand de venir sur les chalets en famille comme ça? Les parents avaient ce chalet depuis 1952. Après, la tradition a voulu que ce soit moi. Après, c'est mes enfants, mes petits-enfants. Donc il y a au moins 3 générations, 3-4 générations? 3 générations en ce moment. Oui. D'accord. Et monsieur, du coup? 3 générations aussi. C'est les fameux chalets de Calais qui ont été reconstruits après la guerre. Voilà. Ah d'accord, après. Ils ont été détruits avant? Ils ont été détruits pendant la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. À l'origine, ces chalets, c'était par rapport à un casino? C'était vraiment le casino de Calais, c'était vachement convivial. Il n'y avait pas de bâtiment comme on a fait maintenant derrière. Là. Ça avait été acheté comme des lieux de vacances par nos parents. C'était l'endroit où on se retrouvait pour taper une belote avec le voisin, etc. Et on restait toute la journée là. On y a même dormi. On en est où là par rapport au chalet de Calais? Parce que je vois que ça vous tient à cœur vraiment. On en est où en 2017? Alors, c'est le point sensible justement sur Calais parce qu'on est frappé par la loi du littoral qui veut une réduction des nombres de chalets et aussi qu'on les démonte l'hiver. Mais là, ça va être dramatique pour ceux qui veulent garder leur chalet puis qui ont pas de place. Maryse, Maryse. T'es pas triste, Maryse.
Elle est triste et tout. Non, Elle mais est triste. grâce à l'intervention de l'association des chalets, en accord avec la mairie, on essaye de remettre en état la plage, Voilà. où il y a 500 chalets actuellement, pour baisser à 350 et les remettre correctement en ligne. Si je veux en mettre un neuf, j'ai le droit de le mettre. J'ai pas le droit de le vendre, j'ai pas le droit de le louer. Ce que je peux, c'est le transmettre à un héritier. Ah d'accord. Choisi C'est de la transmission. Alors c'est peut-être ma fille ou mon fils qui n'est pas là. Ça sera peut-être mon petit-fils ou ma petite-fille. Écoutez la famille, merci pour ce moment convivial. Et pour fêter ça, vous savez quoi? J'ai ramené des poissons du bassin du paradis. Comme ça, on va se faire un bon barbecue en famille. Non, ici. on n'a pas le droit, c'est interdit. C'est vrai, on n'a pas le droit? Oui. Non, on n'a pas le droit. C'était pour vous, là, ramener des poissons des paradis. On n'a même pas le droit de demander. C'est pas grave. Dis-moi ta poésie. Pourquoi? Et bien voilà, j'espère que comme moi, vous avez passé un bon moment avec ces belles rencontres qui font aussi la beauté du Hauts-de-France. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site france3.fr et suivre nos aventures sur Facebook. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres rencontres riches en émotions et en découvertes, et avec de belles personnes. Les gens des Hauts, et d'ailleurs, à bientôt! Moi j'ai des îles, j'ai des lacs. Moi j'ai 3 poissons dans un sac. Moi je porte un crucifix. Moi je prie sur un tapis. Moi je règne et je décide. Moi j'ai 4 sous de liquide. Moi je dors sur des bambous. Moi je suis docteur marabout.